12 ans. Cela fait combien de temps que mon nom a cessé de résonner dans leur couloir, depuis que mon ombre a été effacée des photos de famille et que ma voix a été supprimée de toutes les boîtes vocales que je remplissais autrefois de plans d'affection et de chèques du dimanche soir. Je n'ai pas seulement été oublié, j'ai été effacé. C'est une chose étrange de devenir un fantôme alors qu'on est encore en vie, mais aujourd'hui j'ai décidé de les hanter en personne. L'invitation de Camille ne m'était pas destinée, ce n'était pas nécessaire. Dès l'instant où j'ai vu le titre de la chronique mondaine, la famille de la Croix organise un gala d'anniversaire d'or au Willowgate Estate, j'ai su que c'était le soir. Le même domaine où j'ai gravé mes initiales sur la rampe en chêne pour plaisanter. Le même lustre qui avait été témoin de notre premier baiser était suspendu au-dessus de moi comme une relique d'une virée écrite sans moi. Je suis resté en face du domaine pendant 5 bonnes minutes avant d'entrer. L'air nocturne s'accrochait à moi, avec du magnolia et de l'attention. Dans mes bras, une petite boîte cadeau noire, enveloppée dans du papier mat avec un ruban argenté, pas accent grave l'œil mais délibéré. Un peu comme moi maintenant. J'avais choisi le costume anthracite, soigneusement coupé, classique, suffisamment pointu pour rappeler à tous ceux qui osaient regarder trop longtemps que je n'étais pas quelqu'un qu'ils pouvaient écarter. Mes cheveux, autrefois indisciplinés et enfoncés, étaient maintenant coupés et soignés, la barbe intentionnelle. Je n'avais pas besoin d'eux pour me souvenir de l'homme que j'étais. Je suis venu leur montrer l'homme qu'ils ont essayé d'effacer. Les portes du domaine s'ouvrirent avec le même vieux gémissement et je m'engageai sur le chemin pavé. 2 valets se tenaient près de l'entrée, sans même me jeter un second regard. Bien, je ne voulais pas de chuchotement. Mais pas avant d'être à l'intérieur. J'ai franchi le seuil comme un homme revenant sur une scène de crime. Le hall sentait encore le citron, le cirage et l'argent. Il y avait des voix, des rires, de la musique, Billie Holiday, peut-être. Je me suis arrêté juste à l'intérieur de l'arcade menant à la grande salle, laissant la scène se dérouler devant moi. Les lustres baignaient la pièce d'or, les rires flottaient à travers les coupes de champagne tintantes. Les Delacroix aimaient leur opulence, Charles et Vivien au centre de tout, leur sourire de créateur et leur visage soigneusement levé, une lueur de joie organisée. Camille n'était pas loin, debout près de la cheminée comme un monarque à la cour royale, dans une robe argentée, la main posée légèrement sur le bras d'un homme que je ne reconnaissais pas. Pourtant je ne me suis pas précipité, je me suis laissé oublier encore une minute en souvenir du bon vieux temps. Mon regard balaya la pièce, attrapant des visages à moitié mémorisés, des amis d'université, des cousins éloignés, des voisins qui m'avaient invité un jour à une soirée poker. Aucun d'eux ne m'a regardé à 2 fois. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais. Et puis un Charles. Il se tourna vers moi, comme tiré par une force invisible. Nos regards se croisèrent pendant une demi-seconde. Je me suis préparé à être reconnu pour quelque chose, mais tout ce que j'ai obtenu, c'est un signe de tête, dédaigneux, poli, le genre de signe de tête que l'on fait à un étranger dans un joli costume qui pourrait être le plus un de quelqu'un. J'ai avalé cela comme une pilule amère et je me suis avancé, la boîte sous les bras, le menton haut. Qu'ils se demandent tous. Laissez les murmures commencer lentement. Je n'étais pas là pour crier, j'étais là pour être indéniable. Au milieu du couloir, quelqu'un m'a frôlé, manquant de renverser son champagne. Ils se sont excusés sans regarder, puis ont fait une double prise, mais à ce moment-là, je bougeais déjà à nouveau. La voix de Camille, légèrement chantante, conçue pour désarmer, flottait au-dessus du bavardage. Je l'ai suivi jusqu'à ce que je sois suffisamment prêt pour voir l'anneau doré à son doigt. Non, l'homme à côté d'elle, grand et suffisant, devait être le nouveau mari. Sa main reposait de manière possessive sur le bas de son dos, comme un drapeau planté sur une terre volée. J'ai fait un pas de plus. Il m'a remarqué en premier, les sourcils froncés. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il avec un sourire poli mais tendu. J'ai regardé au-delà de lui, droit vers elle, le rire de Camille s'est figé à mi-souffle, ses yeux se sont fixés sur les miens et à 7 secondes le monde a oublié comment respirer. Elle a laissé tomber sa flûte à champagne, elle s'est brisée sur le marbre puis elle est tombée, pas au ralenti, pas avec grâce. Ses genoux touchèrent le sol avec un craquement. Un halètement se répandit dans la pièce comme une traînée de poudre. Les conversations se sont arrêtées, un serveur s'est figé au milieu d'une averse. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé, je suis resté là tandis que Camille me regardait, les yeux écarquillés et pâles, comme si elle avait vu un fantôme, ce qu'elle avait en quelque sorte. Je n'étais pas venu déranger, je n'étais pas venu mendier, je suis venu pour être vu. Et finalement je l'étais. La pièce était une chose fragile, immobile et essoufflée,
comme si quelqu'un avait drapé le silence dessus comme un drap mouillé. Camille ne bougeait pas. Elle resta à genoux, les doigts figés et tremblants posés au-dessus des éclats scintillants de sa flûte à champagne tombée. Son expression oscillait entre l'incrédulité et la peur. Ce même visage que je traçais autrefois avec mon pouce chaque matin, désormais étranger sous des couches de distance et de temps. Elle m'a regardé comme si j'étais la mort, portant un souvenir. Je n'ai pas parlé. Le poids de la reconnaissance n'était pas encore tombé sur les autres. Ils cherchaient encore dans leurs esprits, passant au crible d'anciens invités et d'anciens collègues, essayant de mettre sous trop de pression l'homme qui venait de faire s'effondrer leur hôtesse comme une poutre pourrie. C'est à ce moment-là que son mari Otat, je suppose, a décidé de jouer le soir. Il s'est interposé entre nous comme un agent de sécurité plutôt que comme un mari, la poitrine bombée, le menton légèrement relevé. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il n'était pas habitué à être ignoré. « Vous avez perdu ?» a-t-il demandé, d'un ton léger mais empreint de fierté territoriale. Je souris faiblement en ajustant la boîte sous mon bras. « Non, j'ai dit. Je sais exactement où je suis. » Les yeux de Tat se tournèrent vers Camille, puis revient vers moi. « Alors peut-être que vous ne savez pas où vous êtes censé être. » Cela m'a fait rire doucement et sèchement. « Si elle vous dit qui je suis, dis-je d'une voix suffisamment basse pour le faire se pencher, certaines personnes pourraient commencer à courir. » Son sourire narquois s'effaça. Camille n'avait toujours pas bougé. Elle avait l'air de vouloir parler mais ne parvenait pas à articuler sa gorge. Obéi, je pouvais pratiquement entendre le tic-tac dans sa tête, le sprint mental pour rattraper un moment auquel elle ne s'attendait pas, surtout pas ici, pas devant son monde organisé. Elle avait orchestré cette soirée comme une symphonie. Tout dans la pièce criait du vieil argent et une réputation raffinée, des robes scintillantes, des costumes sur mesure, des fleurs fraîches et des visages minimalistes coûteux. Des tris de jazz en direct depuis le balcon. Mais désormais, la pièce maîtresse était le chaos. La mâchoire de Tat se serra. « Qui diable es-tu » Avant que je puisse répondre, un son traversa le silence. Le souffle de Camille, vif, comme si elle avait reçu un coup de poing. Elle agrippa le pied d'une chaise voisine et se remit lentement debout. Ses mains tremblaient, ses yeux ne quittaient pas les miens. Elle m'a regardé comme si elle venait de se rappeler comment respirer et détestait ce qui allait avec. « Non » murmura-t-elle. « Pas à Tat, à moi. » Mais il était trop tard pour ne pas le faire ? 12 ans trop tard. Derrière elle, j'ai remarqué du mouvement, vivant, la mère de Camille se raidit, sa robe bleu marine, une main manucurée agrippée à son collier de perles, comme s'il risquait de se briser si elle le lâchait. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, mais elle ne dit toujours rien. Charles regarda sa fille, puis moi, la confusion fronçant les sourcils. « Mais Camille, que se passe-t-il » demanda-t-il d'une voix plus forte que nécessaire. Les gens commençaient à murmurer, quand même. Je ne me suis pas précipité. Je me tournai légèrement, donnant à la pièce un meilleur aperçu de mon visage. Quelques invités plus âgés plissèrent les yeux. Une femme a posé une main sur sa poitrine comme si elle commençait à voir le fantôme en costume. Personne ne s'est avancé vers moi, personne n'a osé. Le souffle de Camille se coupa à nouveau. Vous ne leur avez pas dit. Je lui ai demandé plus doucement maintenant, pas même Charles. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Je me suis rapproché, lentement, délibérément, jusqu'à ce que je ne sois plus qu'à un pied de Tat. Il se raidit mais ne recula pas. Pas encore. Il essayait encore de comprendre dans quel genre d'histoire il se trouvait. J'ai regardé la boîte que je tenais à la main, puis de nouveau vers Camille. « Où dois-je lui donner ça ?» ai-je demandé en penchant la tête vers son mari. « Ou préféreriez-vous que je laisse toute la pièce voir ce qu'il y a à l'intérieur ?» Ses genoux fléchirent légèrement. Elle tendit la main derrière elle vers le bord de la cheminée, s'appuyant sur elle. La musique jazz s'est arrêtée à l'étage. Quelqu'un a dû dire au groupe d'arrêter de jouer. Maintenant, le silence n'était pas vide, c'était infusible. Du coin de l'œil, j'ai remarqué un mouvement, une femme en robe bordeaux, aux yeux grands et maigres comme un renard. Elle serra son verre de vin plus fort que nécessaire. Son regard se fixa sur moi comme si elle voyait un fantôme. Mais je me souviens aussi d'autre chose, Daria, la cousine de Camille. Nous nous étions à peine parlé à l'époque, mais je me souvenais d'elle. Plus important encore, elle se souvenait de moi. Son expression se resserra, elle le savait. Je l'ai vue à la façon dont elle déplaçait son poids et au tremblement qui traversait son poignet.
Daria était là la nuit où tout a commencé à se dégrader. Elle faisait aussi partie du silence. Je laisse le calme s'étendre un peu plus longtemps, juste assez longtemps pour que la tension devienne insupportable. Puis j'ai parlé. Il y a 12 ans, j'ai commencé, ma voix, calme et sûre. J'ai disparu, mais je ne suis jamais reparti. Son poids est tombé comme un coup de tonnerre dans une pièce fermée. Des halètements résonnèrent, Camille ferma les yeux, Daria baissa son vin et, tat, il fit un petit pas en arrière, réalisant finalement que ce n'était pas lui qui détenait le pouvoir dans cette conversation. Il ne savait pas ce que j'avais apporté avec moi, pas encore, mais il le saurait, et quand il le saurait, cette maison ne serait plus jamais la même. Il n'a pas fallu longtemps pour que le poids de mes mots se répercute dans la pièce. Camille restait immobile, comme si bouger pouvait briser la façade à laquelle elle s'accrochait désespérément. Son visage avait perdu toute couleur et sa main, une fois ferme et posée, tremblait alors qu'elle serrait le manteau de la cheminée comme si cela pouvait l'ancrer dans la réalité. Tous les regards s'étaient tournés vers moi, l'homme autrefois oublié qui ancre désormais l'attention de la pièce comme la gravité. Et toujours personne ne s'est avancé vers moi. Personne ne s'avance jamais vers la vérité. Charles fut le premier à parler, puis Camille. Là aboya-t-il d'une voix grincheuse et pressante. Que se passe-t-il? Qui est cet homme? Son regard se tourna vers moi, puis revint vers elle, comme si ma présence réécrivait le langage de la nuit. Mais Camille ne répondit pas. Ce fut Vivant qui haleta en premier, un son aigu qui fit tourner les têtes. Elle s'avança, les doigts écartés autour du pied de son verre à vin, me regardant comme si elle voyait un fantôme. Elle avait essayé d'oublier. « Non », murmura-t-elle, et je l'entendis même de l'autre côté de la pièce. « Ce n'est pas possible », ai-je haussé un sourcil. « C'est possible », dis-je. « Et c'est le cas. » Quelque part au fond de la pièce, une chaise raclait le marbre. Alors que quelqu'un se levait, la foule commençait à bouger, la curiosité, les combats, l'inconfort. Mais une seule personne m'a regardé dans les yeux et n'a pas détourné le regard, Daria. Elle ne cligna pas des yeux, ne broncha pas. Son regard était perçant, implacable et imprégné de quelque chose de bien plus dangereux que la peur, un souvenir que je connaissais. À ce moment-là, elle se souvenait exactement de qui j'étais. Et, plus important encore, elle se souvenait exactement de ce que Camille avait fait il y a 12 ans. Daria était là la nuit où tout s'est effondré, quand les mensonges ont commencé, quand mon nom a été retiré de la famille, des lèvres de Camille, des albums photos sur le manteau. Elle était là quand Camille s'est faite victime, quand elle a convaincu tout le monde que je l'avais quittée au pire moment de sa vie. La peur du cancer, le prétendu abandon, l'histoire du mari indigne qui ne pouvait pas supporter l'adversité, tout n'était que fiction, une belle fiction soigneusement construite. Et Daria était restée silencieuse, comme les autres, jusqu'à présent. Son verre s'inclina légèrement dans sa main. Une tondeuse, un cadeau. Elle pesait quelque chose, probablement tout, mais je l'ai vu, la culpabilité qui couvait sous sa surface, du genre qui ne disparaît jamais vraiment. Je m'avançai plus loin dans la pièce, lentement et sûrement. Personne ne m'a arrêté. Ils se séparèrent comme de l'eau, ne sachant pas si j'étais une menace ou un règlement de compte. J'étais ici une fois, dis-je en scrutant doucement la pièce, pas en tant qu'invité, en tant que famille. Quelques chuchotements s'échangeaient entre les convives, des noms murmurés, des fragments de vieilles histoires ressuscitées du grenier de la mémoire. Je les entendais se souvenir du scandale, des chuchotements qui suivirent le divorce rapide et silencieux de Camille, de la rumeur selon laquelle son mari avait simplement disparu une nuit sans rien dire. Je me souviens de vous. Marmonna un homme près du fond. Il était plus âgé, maintenant plus gris, mais les lignes de reconnaissance étaient claires sur son visage. Vous étiez, quel était votre nom? Encore une fois, j'ai regardé Camille droit dans les yeux pendant que je parlais, celle que vous avez tous oubliée. Qui a frappé? Je l'ai regardé tressaillir, j'ai vu Charles chanceler légèrement comme si le sol venait de bouger sous ses chaussures coûteuses. Assez. Il claqua soudain Camille, sa voix cassante et aiguë. Ce n'est ni le moment ni le lieu. Non, j'ai dit, c'est le moment idéal. Tu n'aurais jamais pensé que je viendrais pour raconter le reste de l'histoire. Tad s'avança de nouveau, plus incertain maintenant, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu ne le sais pas parce que tu n'étais pas là. Je l'ai interrompu au tu n'étais pas là quand elle a dit à tout le monde que je partais, que je l'avais abandonnée quand elle était malade, que j'avais vidé nos économies et couru, les yeux écarquillés. L'histoire était familière, tout le monde l'avait entendue à un moment ou à un autre,
filtrée à travers les récits impeccables de Camille et les nœuds répétés de la famille. Mais je n'ai pas couru, dis-je. J'ai été poussé. Les mains de Camille se formèrent en poing à ses côtés. Sa voix baissa d'une octave. Pourquoi fais-tu ça? Parce que le silence que tu m'as donné ne m'a pas tué, dis-je. Cela m'a aiguisé. Puis, comme si un foutu avait fini par craquer, Daria fit un pas en avant. Je me souviens qu'elle a dit assez fort pour faire tourner les têtes. Je me souviens de tout. Camille fouetta Daria. Non, dit fermement Daria, tu ne peux plus me faire taire. Un silence retomba, plus lourd que le précédent. J'étais là la nuit. Elle a changé l'histoire. Daria a déclaré, j'ai vu les documents, j'ai entendu les messages vocaux, je connaissais la vérité. Et je suis resté silencieux parce que j'avais peur. Les yeux de Camille brillaient, mais ce n'était pas du remords, c'était de la peur. Vous saviez que Charles avait demandé un gazast pendant tout ce temps. Daria hocha lentement la tête, déglutissant. Il ne l'a pas quitté. Elle a fait en sorte qu'il soit effacé car la vérité ne correspondait pas à l'image. Les mots frappèrent la foule comme le tonnerre, mouvement de pied, regard nerveux. Et Camille, on aurait dit que le monde l'avait enfin rattrapé. Je n'ai rien dit, je n'en avais pas besoin. Le mensonge avait commencé à se dévoiler et je n'avais même pas encore ouvert la boîte. Je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai laissé la vérité planer dans l'air comme un fil sous tension crépitant dans la foule. Laissez-les l'absorber, pas seulement la révélation, mais le poids des années où elle a été enterrée. Charles regarda Daria comme s'il ne reconnaissait pas sa propre nièce, Camille. Elle ressemblait à quelqu'un qui essayait de maintenir une porte fermée contre une tempête. Sa mâchoire était serrée, mais elle ne disait pas un mot. Pas encore. C'était la différence entre nous. Elle avait besoin de mensonges pour parler, mais j'ai appris à utiliser le silence comme une arme. Je m'avançai, tous les yeux me suivant, jusqu'à ce que j'atteigne la table qui contenait l'imposant gâteau d'anniversaire et la pièce maîtresse aux 1000 fleurs. J'ai placé la petite boîte noire à côté avec un soin délibéré, comme une offrande rituelle. Pas de mouvement brusque, pas de voix élevée, juste un but. Vous avez tous dit. Je l'ai abandonné. J'ai commencé d'une voix ferme mais suffisamment forte pour que je disparaisse pendant sa maladie, la laissant se débrouiller seule. Tu n'as pas posé de questions, tu n'es pas venu chercher, tu l'as juste cru. J'ai scanné leurs visages, de vieux amis, d'anciens partenaires commerciaux, les sœurs de la sororité de Camille, toutes trop complices ou trop à l'aise pour contester sa version des événements. Vous m'avez traité de lâche, de traître, de décevant. Je me suis tourné lentement vers Camille, mais la seule qui a quelque chose abandonné, c'est toi. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle allait enfin se défendre, mais je l'ai devancée. Dois-je leur dire, Camille, ai-je demandé, ou devrais-je simplement écouter le message vocal, celui que tu m'as laissé? La nuit? J'ai découvert que tu n'étais jamais malade. Des halètements résonnèrent dans la pièce. Vivien chancela légèrement, se rattrapant au bras du fauteuil de Charles. Son visage, toujours posé, toujours serein, était désormais craquelé en une douzaine d'endroits. Son collier de perles tremblait au niveau de sa gorge. La main de Camille se leva légèrement, non, non, dis-je plus fort. Maintenant, ils ont besoin de l'entendre. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau et j'en ai sorti un petit enregistreur vocal. Une relique du passé, peut-être, mais j'ai tout gardé, pas par obsession, par survie. Lorsque votre nom a été sali, comme le mien, chaque reçu devient sacré. Chaque mot compte. J'ai appuyé sur play. Sa voix remplit la pièce. J'avais besoin d'une sortie. D'accord, j'avais besoin que tu partes pour pouvoir avancer. Je ne m'attendais pas à ce que tu disparaisses aussi complètement, mais ça a marché. Je suis désolé, je ne voulais pas que ça devienne si gros. Tu étais tout simplement trop ennuyeux pour mériter mon monde. C'était là, chaque syllabe, comme une lame. Camille se précipita en avant, manquant de renverser la table. Arrêtez-le. Cria-t-elle, la voix aiguë de panique. C'est fou. Mais il était déjà trop tard. La foule l'avait entendu. Les gens qu'elle avait convaincus, manipulés, charmés et amenés à avoir pitié d'elle. Ils la regardaient maintenant avec des yeux différents, sans admiration, sans inquiétude, sans dégoût. J'ai passé 2 ans à essayer de prouver que je ne lui avais pas volé, ai-je continué. Ma voix s'est calmée, malgré le feu dans ma poitrine.
Elle a envoyé ce message vocal la nuit où je l'ai confrontée au sujet du diagnostic. Il s'est avéré que les résultats de laboratoire sur lesquels elle a pleuré ont été empruntés à un collègue de Staged. Toi, tu as menti sur le cancer. Camille n'a pas répondu. Charles s'est finalement levé les mains sur la table, face à un masque d'incrédulité. Ce n'est pas possible, a-t-il dit doucement. J'ai payé les chèques qu'elle a encaissés sur un compte privé, dis-je en sortant un deuxième dossier de ma veste avec toutes nos économies communes. Camille recula lentement, son talon s'accrochant au tapis. Elle ressemblait à un animal acculé, blessé, désespéré. Vivien baissa les yeux sur sa fille comme si elle voyait un inconnu. Vous avez simulé le cancer pour ruiner la vie d'un homme. Je n'ai pas fait semblant. Camille claqua d'une voix aiguë. Maintenant, masqué complètement. Je me suis simplement penché sur l'hypothèse qu'il n'était jamais censé revenir, mais je l'ai fait, ai-je dit. Parce que je savais qu'un jour les mensonges te rattraperaient. Je ne suis pas venu ici pour me venger. J'en suis venu à cesser d'être le méchant dans une histoire que je n'avais pas écrite. J'ai ouvert la boîte lentement. À l'intérieur se trouvait une enveloppe en papier craft remplie de photocopies papier des rapports médicaux, des relevés bancaires, des captures d'écran de ces messages à mon ancien patron, des messages qui semaient les graines du vol, de l'incompétence, de l'infidélité. Elle ne m'a pas simplement retiré de sa vie. Elle a veillé à ce que je n'ai plus de vie. J'ai reconstruit à partir de rien, dis-je en la regardant. J'ai passé des années à effacer mon nom, à me demander si j'étais le seul à me souvenir de mon existence. Tu n'as pas simplement continué, Camille. Elle a ouvert la bouche mais rien n'est sorti. Je pensais que la conclusion venait de la conversation, j'ai dit en remettant l'enveloppe dans la boîte, mais ça ne vient pas de la clarté, et ce soir, tout le monde ici l'a finalement compris. Suivi, il n'était plus confus. C'était une question de calcul. Tat s'est interposé entre nous comme un homme se réveillant au milieu du cauchemar de quelqu'un d'autre. Il secoua lentement la tête, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité, jetant un coup d'œil au document dans la boîte ouverte comme s'il pourrait disparaître s'il cligna des yeux assez fort. Ça doit être faux, a-t-il dit. Mais même sa voix n'y croyait pas. Cela n'a pas de sens. Camille a dit qu'elle était divorcée. Elle a dit que c'était à l'amiable. J'ai fouillé dans la boîte et j'en ai sorti un certificat plié, vieux, froissé mais légalement intact. Tu devrais lire ceci, Tat, dis-je en le lui tendant. C'est notre acte de mariage et le dossier judiciaire mis à jour ne montrant aucun divorce finalisé, non pas parce que je l'ai contesté, mais parce qu'elle n'a jamais déposé de demande. Il l'a regardé et j'ai vu la couleur disparaître de son visage. Ses yeux quittèrent le document. À Camille, tu as dit que tout était réglé, qu'il n'y avait plus rien entre vous deux, que lui, il m'a fait signe d'une main tremblante, c'était de l'histoire ancienne. Camille ouvrit la bouche, les lèvres tremblantes, mais rien ne sortit. Son silence n'était plus stratégique, il était défensif. La vérité avait creusé un trou dans la réalité qu'elle avait construite et elle se tenait au bord, la regardant tomber. Je suis toujours son mari légal, Tat, dis-je calmement. Donc techniquement tu n'es pas marié. Et j'ai hoché la tête. La fête somptueuse, les invités, le quatuor à cordes Louis qui était devenu muet à l'étage où tout cela est construit sur un mensonge. Charles se laissa tomber sur une chaise derrière la table des desserts comme si quelqu'un lui avait tiré les ficelles. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Camille, murmura-t-il, dis-moi, ce n'est pas vrai. Elle secoua la tête, non pas en signe de déni mais en signe d'incrédulité. Son visage était pâle, ses yeux allant de son père à Tat, puis à moi. Je pensais avoir déposé. Elle a finalement croqué, je pensais que je l'avais fait. Non, Camille, dis-je. Tu espérais que je ne vérifierais pas, tu espérais que je resterais parti, et quand je ne l'ai pas fait, tu as quand même essayé de garder l'histoire ensemble. Le problème avec les mensonges, ai-je ajouté, c'est qu'ils vieillissent comme le lait. Le verre était toujours à la main, même si sa voix était basse et cassée. Tu as fait en sorte que toute la famille t'ait pris en pitié. Nous avons pris nos distances avec sa famille. Elle a fait une pause, clignant rapidement des yeux. Chez Camille comme lui ne la reconnaissait plus. M'as-tu déjà aimé, demanda-t-il sans même broncher et ce fut la réponse la plus bruyante de toutes. Une nouvelle vague de murmures se répandit dans la foule. Les amis échangèrent des regards. Le genre de mondain qui venait pour des cocktails et du jazz était désormais enraciné dans le scandale et l'incrédulité. Je les ai regardés.
Avec quelle rapidité l'admiration s'est transformée en suspicion. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait pour eux de réaliser qu'ils avaient célébré un mensonge. Charles m'a finalement regardé, vraiment regardé, pour la première fois. Cette nuit-là, il n'a vu aucun étranger. Son visage changea en temps réel, le choc se transforma en culpabilité, la culpabilité se transformant en quelque chose qui ressemblait dangereusement à la honte. « Tu étais mon fils, dit-il doucement. J'étais à ton mariage. J'ai porté un toast. Je me souviens avoir dit que tu m'avais appelé le fils que tu n'avais jamais eu. Et puis tu as disparu sans un mot. » Quand elle a dit que j'étais parti, il a lentement hoché la tête. Le poids de 12 ans frappant d'un seul coup. Camille est devenue désespérée. Maintenant, vous ne le comprenez pas, moi si. J'ai coupé plus que tu ne le penses. J'ai sorti la dernière feuille de l'enveloppe, un cachet à date de virement bancaire 3 semaines après mon départ. Cela montrait que chaque centime de notre compte commun avait été transféré dans un fonds commercial nouvellement ouvert à son nom. C'est ainsi que vous avez acheté le bail de votre boulangerie, lui ai-je dit, celui que vous avez dit avoir été financé par votre courage et un prêt de vos parents. J'ai remis le drap à Charles. Il l'a pris avec des mains tremblantes, l'a lu puis l'a laissé tomber comme s'il brûlait. Son visage s'était effondré vers l'intérieur, celui d'un homme regardant les ruines de quelque chose qu'il pensait avoir construit solidement. J'ai dormi dans ma voiture pendant 2 mois. J'ai continué pendant qu'elle achetait des meubles, griffait des boîtes, signait des accords de licence et disait au monde que j'étais un fantôme. La voix de Camille se brisa. Tu étais censé laisser tomber. Cela m'a arrêté. Je me suis retourné vers elle, vraiment face à elle. Maintenant, tu ne peux pas réécrire ma vie et me dire ensuite d'avancer comme si rien ne s'était produit. Tu n'as pas le droit de porter des perles et de jouer le rôle de victime pendant que je me creuse pour sortir de la tombe dans laquelle tu m'as enterré. Tu as fait ta fête, Camille. J'ai apporté la vérité à la danse. Tad s'éloigna. Il n'a pas parlé, n'a pas regardé en arrière, il est juste sorti par la porte d'entrée. Camille se tenait seule au milieu des décombres. Elle a provoqué pas d'applaudissements, pas de champagne, juste du silence. Et pour une fois, c'était à elle de le porter. La bouche de Camille s'ouvrit, comme si elle avait un dernier monologue prêt, une grande défense qui pourrait comme par magie rassembler les morceaux brisés de son récit. Mais tout ce qui en sortit fut une respiration, une inspiration saccadée qui s'éteignit avant d'atteindre le son. Sa colonne vertébrale se redressa, comme si elle essayait de se souvenir de la femme qu'elle était il y a 5 minutes, composée, célébrée, intouchable, mais même avec des talons et des diamants, elle ne pouvait plus s'élever au-dessus de la vérité. Pas maintenant, pas dans cette pièce. Elle s'est tournée vers moi. Je me rétrécissais avec ce qui aurait pu être autrefois de la dignité, mais qui ressemblait maintenant à de la panique et des perles. Je pensais avoir déposé. Le répéta-t-elle, à peine au-dessus d'un murmure. Mais je l'ai attrapé. Le mensonge s'effilochait sur les bords. Sa voix manquait de conviction. La salle ne la croyait plus. Vous n'avez pas oublié. Répondis-je doucement en secouant la tête. Vous n'avez pas déposé de dossier parce qu'une rupture nette aurait signifié une perte de contrôle. Vous ne vouliez pas divorcer, vous vouliez une gomme pour pouvoir réécrire l'histoire sans détail ni contradiction. Je n'étais pas censé revenir et être autre chose qu'une rumeur. Elle tressaillit. Je me tournai vers la table où la boîte noire était toujours ouverte, les documents à l'intérieur projetant des ombres sous les douces lumières blanches. La pièce s'était de nouveau calmée, mais pas dans la confusion cette fois. C'était le poids de la clarté qui pesait sur chaque personne qui avait un jour teinté au vert et hoché la tête en signe d'accord. Quand Camille a raconté son histoire sanglante, je pouvais sentir leur honte comme une chaleur sur ma peau. Lentement, j'ai fouillé dans la boîte et j'en ai sorti un dernier dossier, plus épais que les autres, relié avec de la ficelle et étiqueté à la main. L'air autour de nous s'épaissit. Les yeux de Camille s'y fixèrent. Et, pour la première fois ce soir-là, une véritable peur se dessina sur son visage. Ceci, dis-je en le montrant à tous, est la véritable histoire. J'ai passé 10 ans à collecter chaque reçu, chaque message vocal, chaque email, tout ce qu'elle faisait pour s'assurer que je reste enterré. Camille fit un pas en avant. S'il vous plaît, non. J'ai crié plus fort. Maintenant, la pièce fut secouée. Tu ne peux pas demander grâce devant des gens que tu as entraînés à me détester. Vous ne pouvez pas demander le silence alors que vous l'avez utilisé comme arme pendant plus d'1 décennie.
J'ai posé délicatement le dossier sur la table. À l'intérieur, ai-je poursuivi, se trouvent des captures d'écran des messages de Camille à mon patron suggérant que je détournais les polices de l'entreprise, que j'étais mentalement instable, que je montrais des signes de paranoïa. J'ai croisé le regard d'un homme plus âgé de l'autre côté de la pièce, Monsieur Winslow, l'homme qui m'avait viré il y a 12 ans. Elle n'a pas seulement ruiné notre mariage, dis-je en le regardant, elle a ruiné ma carrière. Le visage de Monsieur Winslow est pâle. Il baissa les yeux sur son verre, la honte visiblement le griffant. Et là, j'ai dit, libérer un autre document et le poser à plat et la chronologie de chaque transfert qu'elle a effectué depuis notre compte partagé vers une entreprise écran qu'elle a créée alors qu'elle était encore mariée avec moi. Elle avait l'habitude de démarrer son entreprise sans prêt, sans capitaux propres, sans honnêteté. Camille restait figée, les bras le long du corps, les coins de ses yeux brillants. Sa bouche se contracta, mais aucun mot ne suivit. Je me souviens que chaque nuit, j'avais faim pendant qu'elle encaissait des chèques. Je me souviens de chaque fois où j'ai supplié un propriétaire de me accorder une semaine de plus. Je me souviens avoir reconstruit mon CV avec une réputation si endommagée que j'ai dû utiliser mes initiales au lieu de mon nom juste pour obtenir des entretiens. La foule était silencieuse. Personne n'a touché à ses lunettes. Maintenant, personne n'a vérifié son téléphone. Les lustres au-dessus bourdonnaient faiblement, le seul son, à part le déplacement occasionnel de quelqu'un ajustant sa position par inconfort. J'ai regardé le dernier élément de la boîte, une vieille photo, moi et Camille, à l'époque où le monde était encore à l'endroit. J'avais 27 ans. Elle avait des marguerites dans les cheveux. Nous étions souriants, jeunes, naïfs amoureux. Je l'ai retenu. C'est ce que tu as volé, dis-je. Pas d'argent, pas de propriété, ma vie. Camille s'avança enfin, ses pas lents, incertains. Je pensais que tu étais parti, murmura-t-elle. Je ne savais pas. Tu tenais encore. J'ai laissé la photo retomber dans la boîte. Je ne te tenais pas. Je tenais à la vérité parce que, contrairement à toi, je ne pourrais pas vivre sans elle. Son expression changea, quelque chose s'effondrant en elle. Pendant un instant, elle parut creuse. Je pensais que si je leur disais tout, ils me détesteraient. Elle a dit qu'ils ne me pardonneraient jamais. Ils ne le feront probablement pas, répondis-je. Mais je ne suis pas venu ici pour leur pardon. Je suis venu parce que j'en avais assez de porter la responsabilité de vos péchés. Elle hocha la tête une fois, d'un mouvement tremblant et pathétique qui passait à peine pour comprendre. Puis elle s'est éloignée de la boîte, loin de moi. La foule se sépara, la laissant isolée au centre de la pièce. Le visuel parfait de la vérité mise à nu. Tout ce qu'elle avait construit était désormais construit sur du verre brisé. Vivien s'assit à côté de Charles, sa main agrippant la sienne. Daria se tenait immobile près de la foule, les yeux larmoyants, la bouche serrée en une ligne de culpabilité serrée. Camille a regardé autour de la pièce, puis à nouveau vers moi. Que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. Je l'ai regardée, la femme qui a dit un jour que j'étais trop ennuyeux pour mériter son monde, la femme qui a détruit le mien et forgé un nouveau royaume à partir des décombres. Maintenant, j'ai dit. Maintenant je vis et tu en assumes les conséquences. Et sur ce, je me suis détourné de l'épave qu'elle avait déguisée en héritage. La voix de Daria traversa l'air calme comme une lame tremblante. Il dit la vérité. Ce n'était pas bruyant, mais c'était suffisant. Assez pour attirer tous les regards vers elle, assez pour briser l'illusion à laquelle Camille aurait pu encore s'accrocher dans le silence déclinant. Et surtout, cela me suffisait. Je n'avais pas besoin d'une standing ovation, juste d'un accusé de réception, d'un seul témoin qui ne mentirait plus par omission. Daria s'avança hors de l'ombre de la pièce, ses talons hésitants sur le marbre, son expression gravée par des années de complicité tranquille. Elle m'a d'abord regardé, les yeux pleins de culpabilité et quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. Puis elle se tourna vers Camille, sa cousine, sa partenaire d'enfance en secret et pour la première fois. Ce soir elle choisit la vérité plutôt que la tradition. J'étais là, dit-elle plus fort maintenant, sa voix trouvant de la force à mesure qu'elle bougeait. J'ai vu les papiers, Camille, ce que tu as falsifié. J'ai entendu le message vocal que tu lui as laissé. Celui que vous avez supprimé de votre téléphone mais que vous avez oublié a été enregistré sur votre ancien compte cloud. Elle fit un autre pas en avant. Tu m'as dit qu'il t'avait frappé, qu'il avait vidé tes comptes et menacé ta vie. Je t'ai cru. Le corps de Camille s'affaissa,
comme si quelqu'un lui avait arraché les os. Daria, s'il te plaît. Vous avez menti. Daria craqua et la rumeur recula. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as menti et je t'ai défendu. J'ai aidé à l'enterrer parce que je pensais te protéger. Sa voix vacilla mais elle ne s'arrêta pas. Je suis resté silencieux lorsqu'il a disparu de la famille. Je suis resté silencieux quand tu as épousé Tat. Je suis resté silencieux quand les gens ont commencé à poser des questions et que vous leur avez nourri des demi-vérités soigneusement répétées, et tout ce temps, j'ai continué à penser qu'elle devait avoir une raison, elle devait avoir été blessée. Mais tu n'as pas été blessé. Vous étiez ambitieux et égoïste. Camille restait figée, les mains ouvertes sur les côtés, comme si même son corps ne savait plus bouger. Son visage avait perdu son vernis, son maquillage s'adoucissant au coin sous le poids de sa sueur et de ses larmes. Elle avait l'air petite et je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux innombrables nuits que j'imaginais ce moment. Mais aucun de ces fantasmes ne ressemblait à ceux-ci, aucun d'entre eux ne représentait la creux de l'indication. « Je suis désolé », dit Daria en me tournant vers moi. Sa voix était plus douce maintenant, dirigée uniquement vers moi. J'aurais dû parler il y a longtemps. Je lui ai tenu le regard. « Tu parles maintenant », dis-je simplement. Derrière elle, la foule se déplaça. Le poids de la honte collective se propageait. Ce sont des gens qui avaient célébré la montée de Camille, grillé son courage, republié ses entretiens où elle a parlé de la résilience et de l'abandon survivant. Ils s'étaient baignés dans le mythe qu'elle a créé parce que cela a fait de bonnes histoires, au brunch, lors de collectes de bienfaisance, chez Baby Shower. Mais maintenant, le rideau était tombé et ce qui restait sur scène n'était pas de la force, c'était du vol. Camille regarda autour de lui comme si elle cherchait une sortie qui n'existait pas. Les piliers de son image soigneusement organisée s'effondrent en temps réel et elle ne savait plus où se tenir. Vous ne l'avez pas simplement effacé, Daria a dit, calme plus, maintenant vous avez construit une nouvelle vie sur sa tombe. Cette phrase, elle a frappé comme une cloche funéraire. Quelqu'un près du buffet a toussé inconfortablement. Un autre invité s'est tranquillement glissé vers la porte latérale, murmurant quelque chose à propos de l'air, bien que nous sachions tout ce que cela signifiait, il venait pour les paillettes et les ragots, pas pour le calcul. J'ai pris une profonde inspiration, me fondant dans le poids de tout cela. Pendant des années, j'avais erré dans le monde comme un homme sans nom. J'avais pris des emplois sous mon niveau de compétence, accepté des poignées de main dotées de soupçons, mangé seul plus de nuits que je ne croyais à compter, tout à cause d'un récit qui a commencé dans cette même pièce, et maintenant ce récit était cendré. Camille s'est tournée vers moi une dernière fois, ses lèvres se séparant comme elle voulait faire tourner une nouvelle version, une réécriture plus douce de ses motivations, ses choix. Mais ensuite, son regard se dirigea vers la boîte sur la table, les dossiers se propagent toujours, aux épaules tremblantes de Daria, et elle semblait comprendre qu'aucune histoire qu'elle racontait maintenant n'atterrirait. « Tu ne sais pas à quoi ça ressemblait », dit-elle doucement, voix brute. La pression, les attentes. Vous étiez toujours si décent, si stable, et moi, j'étais terrifié, je ne deviendrai jamais rien, que je ne serai jamais assez. Il a fait hocher la tête vers Daria. Et des poignées de main fermes, un patriarche qui a attiré l'attention sans jamais levant la voix. Lentement, comme un vieil homme se réveillant d'un long rêve indulgent, il s'est dirigé vers la boîte que j'avais placée. Ses yeux passaient sur les documents, l'enregistreur vocal, la photo d'une version plus jeune et plus heureuse de moi. Mais ce qu'il a finalement ramassé, c'est le dossier, celui avec les dossiers financiers. Il l'a ouvert comme s'il pourrait exploser. Une page, puis une autre, plus il lisait, plus son expression se tordit, pas de colère contre moi, mais à quelque chose de plus proche de l'incrédulité et de la trahison. « Tu veux me le dire ?» Sa voix craquait comme s'il ne pouvait pas croire qu'il disait les mots à haute voix. Le fonds en fiducie, l'argent des startups, la subvention de la fondation Delroy, rien de tout cela n'était le sien. Camille n'a pas parlé, elle n'a même pas levé la tête. « Camille », a-t-il dit à nouveau plus ferme, « répondez-moi maintenant. » Elle est restée toujours en arrière vers lui, comme si elle ne regardait pas dans ses yeux, ce ne serait pas réel. Mais le silence avait perdu toute sa magie. « Dites-moi, ce n'est pas vrai. » dit-il. « Dites-moi, je n'ai pas serré la main de cadres et de donateurs louant votre ascension. Pendant que vous grimpiez sur la vie d'un homme, vous avez enterré comme un secret. » Toujours rien. La voix de Vivant traversa Charles, mais il leva une main. « dit-il brusquement, laissez-la parler. » Camille se retourna lentement, ses yeux brillants, le mascara s'accrochant au coin, mais il ne restait plus de performance,
il ne restait pas d'armure. Ce n'était pas censé aller aussi loin, dit-elle, sa voix comme du papier déchiré. Je voulais juste faire quelque chose de moi-même et donc tu as détruit quelqu'un d'autre pour le faire. Charles claqua, se rapprochant. Vous nous avez regardé dans les yeux pendant 12 ans, Camille, et vous nous laissez croire un mensonge. Vous nous laissez abandonner un homme qui vous a tenu à côté quand vous n'aviez rien? Et pour quels applaudissements commerciaux? Son menton trembla. Ce n'était pas seulement ça, non, j'ai interrompu, une voix basse. Mais la coupe. C'était une question de survie, n'est-ce pas? Elle m'a regardé et pour une fois, je n'ai pas vu de malveillance ni de manipulation. J'ai vu ce qui restait après que tout le reste s'était effondré. Vous voulez savoir à quoi ressemble la survie? Je m'avançai lentement. Il dort sur un banc de parc avec une alliance toujours au doigt. Il regarde votre nom traîner dans des documents judiciaires pendant que vous nettoyez les cuisines de restauration sous un alias. La survie envoie de l'argent à temps partiel à une femme qui a dit au monde que vous étiez violent. Et instable, juste pour que vous croyiez qu'il y avait encore bien en elle. Tat était parti, disparu depuis longtemps. Il n'avait pas dit un mot quand il est parti, juste sorti par la porte d'entrée comme s'il l'avait ouvert dans un autre monde, sans Camille. Je me suis retourné vers Charles. Vous avez demandé si c'était vrai tout cela, et la réponse est oui. Elle a forgé ce monde comme une artiste, mais elle ne l'a pas fait seule. Vous avez tous aidé à peindre l'image. Vous ne l'avez pas simplement cru. Vous avez protégé sa version comme gospel. Les épaules de Charles se sont effondrées comme un homme absorbant tout le poids de son rôle. Il regarda à nouveau Camille, mais il ne restait plus de chaleur dans son expression. Ruine juste. Savez-vous même qui vous êtes? Lui a-t-il demandé. Camille n'a pas répondu, non pas parce qu'elle a refusé mais parce que je pense qu'au fond, elle ne savait pas. Je me suis retourné vers les invités, ceux qui sont restés, certains partaient déjà, d'autres se sont attardés par obligation, un confort gravé profondément dans leurs yeux. Les mêmes personnes qui avaient hoché la tête et applaudi pour les discours de Camille sur la survision de l'abandon étaient désormais larges, exposés par la vérité qu'ils avaient ignorée. Vous avez tous élevé des lunettes à son succès, j'ai dit, mais vous n'avez jamais demandé d'où il venait. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi j'avais disparu. Parce qu'il était plus facile de croire que j'étais un monstre que d'admettre que vous aviez tous été dupés. Un battement est passé. Je ne suis pas là pour humilier personne, j'ai poursuivi. Je ne suis pas venu brûler cet endroit, mais je vis dans ces cendres depuis 12 ans. Alors ce soir, je les ai ramenés à la maison. Camille s'est tournée vers sa mère, Vivien, toujours assis raide comme si j'essayais de disparaître dans le rembourrage de sa chaise. Maman, elle a chuchoté, à peine audible. Je ne voulais pas dire. Mais Vivant ne lui a pas offert une main. Le corps de Camille a de nouveau afflué. Le monde sculpté craque sous le poids de la vérité. Imaginez des discours triomphants. Imaginez-la à genoux en mendiant le pardon. Imaginez la justification enveloppée dans des applaudissements tonitruants. Mais maintenant, debout dans la même pièce où j'avais été célébré, puis effacé, tout ce que je ressentais était fait, pas victorieux, pas même en colère, juste fait. J'ai regardé Camille une dernière fois. Elle ne pleurait pas. Son visage était gelé dans le genre de silence stupéfait qui suit une tempête autour d'elle. La foule s'était éclaircie. Les gens s'excusaient sous la prétention des pauses de salle de bain, des appels téléphoniques, des rendez-vous urgents. Mais je savais mieux. La vérité était un compagnon inconfortable. La plupart des gens ont préféré le mensonge. Charles se tenait toujours là, la bouche légèrement ouverte, les épaules au carré, comme il voulait reprendre le temps et recommencer. Vivant ne regarderait personne. Elle regarda le sol, sa main sur son verre, bien qu'elle n'ait pas pris de gorgée en plus de 20 minutes, et Daria, toujours près du bord du chaos, se tenait comme une sentinelle, trop secouée pour se déplacer mais peu disposée à battre en retraite. Je me suis tourné vers Camille. Je ne suis pas venu ici pour te blesser, dis-je, et le poids de cette vérité a atterri sur moi alors que je le parais à haute voix. Vous pourriez penser que j'avais planifié tout cela pour vous détruire, mais je ne l'ai pas fait. Je suis venu pour que vous fassiez enfin face à ce que vous avez fait et donc je pouvais enfin le lâcher. Ses yeux scintillaient brièvement et quelque chose sur son visage se contractait comme si elle me croyait presque. J'ai atteint la boîte et j'ai sorti une enveloppe plus épais que les autres, scellée et tamponnée. Mon dernier cadeau. Je me dirigeai vers la table et l'ai glissé à Charles, qui a hésité avant de le ramasser. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé.
Un retrait certifié, dis-je, de chaque procès que j'aurais pu déposer, diffamation, dommages financiers, violation de confiance, tout cela. Il est signé, notarisé et complet. Il cligna des yeux. Vous n'apportez pas de charge? Je secouai la tête. Je n'en ai pas besoin. Camille a fait un pas en avant. Pourquoi? Sa voix était maintenant creuse. Après tout, pourquoi ne pas m'enterrer? Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit sans colère, car je n'ai plus besoin que tu tombes. J'avais juste besoin d'arrêter de porter le poids que vous avez laissé. Et c'était vrai. Pendant si longtemps, je pensais que la fermeture venait quand elle avait payé, quand le monde l'a vue pour ce qu'elle était. Mais maintenant que cela s'était produit, maintenant que le rideau avait chuté, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin qu'elle soit punie. J'avais juste besoin d'arrêter de me rétrécir pour s'adapter au récit qu'elle a construit. Je ne reste pas, dis-je. Je ne suis pas là pour réparer quoi que ce soit. Ce n'est pas une invitation à reconnecter ou à reconstruire. J'avais juste besoin de retourner une dernière fois pour dire ce que je n'ai jamais donné l'espace à dire. La voix de Vivant était douce derrière moi. Que se passe-t-il maintenant? Je me tournai vers elle, vers Charles, vers tous. Maintenant, j'ai dit, maintenant je pars. J'ai tendu la main et fermé la boîte, rassemblant le dossier, le certificat, les enregistrements, mais j'ai laissé la photo derrière nous dans les jeunes années. Ce moment, cette illusion, ne m'appartenait plus. Il n'a jamais eu. J'ai ramassé mon manteau puis je me suis retourné vers le couloir. Personne n'a suivi. Camille n'a pas crié, Charles n'a pas appelé mon nom, Daria ne m'a pas demandé d'attendre. Ils ont tous juste regardé que je m'éloignais de l'héritage que j'ai aidé à construire et que j'ai été enterré sous mes chaussures, résonna contre le marbre. J'ai passé la même entrée. J'avais parcouru plutôt en silence, inaperçu, mais maintenant chaque je laissais dans la pièce m'a regardé partir, non pas parce qu'ils m'admiraient, pas parce qu'ils m'ont opposé, parce qu'ils m'ont vu, et c'était tout ce que je voulais vraiment. Je suis sorti dans l'air frais de nuit. La lumière du porche vacilla au-dessus de moi. Une brise traversa les haies, bruissant des feuilles dans un murmure doux. Je m'arrêtai un instant, jetant un coup d'œil en arrière, pas par regret mais la reconnaissance. Il y a 12 ans, je suis parti par la même porte sous un nuage de mensonges. Ce soir, je suis sorti dans la vérité. Je suis descendu les marches, chacune plus légère que la précédente, la boîte cachée sous mon bras, le silence maintenant le mien, pas quelque chose donné mais quelque chose gagné. Pendant des années, j'avais été le monde parfait de la fantôme, la pièce manquante dont tout le monde refusait de parler. Mais les fantômes s'estompent quand vous les affrontez, et ce soir je les avais tous affrontés. J'ai atteint le trottoir et déverrouillé ma voiture, glissé dans le siège du conducteur, posé la boîte du côté passager, le moteur s'est tourné en douceur et doux. Je me suis assis là pendant une seconde en regardant la maison rétrécir dans le rétroviseur. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais libre, et cela valait plus que toutes les excuses qu'ils auraient pu offrir. 2 semaines plus tard, une lettre est arrivée dans mon studio, manuscrite, sans adresse de retour, scellée avec un tampon de cire rose pâle. Je me souvenais trop bien. Camille avait toujours une fusée éclairante pour le dramatique. J'ai regardé l'enveloppe pendant 5 minutes complètes avant de l'ouvrir. Pas de précipitation, les dégâts ont été causés. Les mots ne pouvaient plus me blesser, pas maintenant, pas avec la vérité de mon côté. À l'intérieur, il y avait une seule page, pas de papeterie, pas de papier parfumé, pas de formatage soigné, juste son écriture, inégale, précipitée dans des endroits comme ses pensées outre le stylo. Je ne sais pas par où commencer. Cela a commencé le classique. Elle est allée en ligne après la ligne, versant à moitié des excuses et des confessions fragmentées sur la page. Elle a admis que certaines des choses que j'ai dites étaient vraies, pas toutes, bien sûr. Camille ne pouvait pas donner un terrain complet, même lorsque le champ de bataille était vide. Elle a écrit sur la pression, sur l'héritage, sur le fait qu'être un Delacroix est venu avec des chaînes invisibles. Elle a dit qu'elle n'avait jamais pensé que je reviendrais, jamais imaginé que je m'en soucierais toujours. Mais surtout, elle a écrit qu'elle ne réalisait pas à quel point elle a enterré elle-même. Elle n'a pas demandé pardon, mais elle n'a pas non plus nié ce qu'elle avait fait. J'ai plié la lettre soigneusement et je suis sorti dans l'air croustillant du matin. Dans l'allée derrière mon studio, j'ai retiré le couvercle d'un bac en acier, frappé un match et laissé tomber la lettre à l'intérieur. Les flammes ont léché les coins, recroquevillant le papier en cendres. Je n'ai pas souri, je n'ai pas pleuré, je l'ai juste regardé brûler.
Pas par dépit, hors de libération, car il y a des choses dans la vie que vous n'archisez pas, vous les laissez se tourner pour fumer. Je suis retourné à l'intérieur, verrouillant la porte derrière moi. Mon studio sentait les pinceaux en pain et en vernis qui trempent encore dans le pot. Par la fenêtre, une toile attendait, à moitié terminée, la lumière filtrant à travers le verre sur son côté vide. Cela faisait des semaines que je ne l'ai pas touché. Je préparais cette nuit au de la Croix-Estade depuis si longtemps. J'avais oublié de quoi mes mains étaient capables quand ils n'étaient pas serrés dans l'histoire. Mais maintenant il y avait de l'espace, je me suis versé une tasse de café, noir et chaud, et je me suis installé dans le calme. Pas d'appel téléphonique, pas de réunion d'urgence, pas de communiqué de presse de l'équipe PR de Camille essayant de recadrer les retombées, juste de l'immobilité. Et dans cette immobilité, quelque chose de nouveau a grandi. La fondation Donovan a commencé avec une idée rayée sur une serviette. Au cours de l'une de ces années de reconstruction solitaire, je dors à l'arrière de ma voiture, mangeant des étagères de station-service, postulant à 20 emplois par jour, avec un nom qui portait plus de bagages qu'un terminal aéroport perdu. Et dans cette obscurité, je pensais, et si quelqu'un avait été là pour moi? Ne pas réparer tout, juste pour me croire, une seule fois. Maintenant, cette idée avait un nom, un but, la Fondation Donovan pour les innovateurs déplacés. Pas un organisme de bienfaisance, une seconde chance. Le premier récipiendaire était une fille de 19 ans nommée Aria, un codeur, brillant, féroce. Ses parents l'ont abattue lorsqu'elle a refusé de renoncer à son idée d'application et de se marier dans l'entreprise familiale. Elle vivait dans le garage d'un ami, enseignant aux enfants comment programmer sur du matériel emprunté. Quand j'ai lu son histoire, je me suis vu, pas seulement l'ambition, l'exil que nous avons financé. Son prototype a donné son espace de travail, l'a connecté à un mentor et quand elle a envoyé son premier email de remerciement, tout ce qu'elle a écrit était « Tu m'as fait sentir voir ». C'était tout. Je n'avais pas besoin que Camille tombe sur ses genoux, je n'avais pas besoin que Charles ou Vivien rendent public avec leurs regrets, et je n'avais pas besoin que Tat n'ayait pas besoin d'appeler et de confesser son embarras. La justice n'arrive pas toujours comme le tonnerre. Parfois, c'est calme, parfois cela ressemble à une lettre brûlée et à une fille avec un rêve. Je me tenais au pinceau de chevalet à la main et regardais à nouveau la toile. Ensuite, j'ai plongé les poils en bleu de cobalt, la couleur de la Renaissance, et j'ai fait mon premier accident vasculaire cérébral en moi. Pas de vengeance, pas de l'amertume, de la couleur, juste du mouvement, de la liberté, car la guérison ne vient pas de faire saigner les autres. Cela vient de la monter pendant qu'ils restent là où ils vous ont quitté. Je n'étais plus le fantôme, je n'étais pas le oublié. J'étais l'auteur maintenant, et mon prochain chapitre était juste.